Onda. Voilà. Ok. Allez. Donc, on va commencer aujourd'hui. Bonjour Maude. Bonjour à Bonjour. tous. Donc, nous allons procéder à une investigation de la team Griffasie selon le protocole. Donc, une partie fixe. Donc, c'est l'investigation numéro 216. Donc, comme d'habitude, tu ne connais pas le sujet. Et on a la première partie qui est la partie fixe avec des questions de la team Griffasie. Et après, on aura la deuxième partie où on pourra poser des questions libre choix, où je pourrais te poser des questions de libre choix. Donc, je vais te proposer de t'installer confortablement et on va pouvoir y aller. Tu inspires et tu expires. Je vais t'accompagner dans le calme avec un décompte de 5 à 1. 5. Tu te détends. 4. Tu vides tes pensées. 3. Ton corps de plus en plus lourd. 2. Détendu. Et 1. Comment tu te sens? Je me sens bien. Ok. Je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu me dis quelles sont les premières images que tu visualises par rapport au terme intuition. 1, 2, 3. Euh, je vois, une personne avec comme un espèce de halo qui sort d'elle, en fait, et qui se connecte à ce qui l'entoure. Ok, est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, alors, ça part au niveau du chakra du cœur, et ça se connecte aux informations. Si j'observe ici la personne, quand une autre personne, par exemple, l'approche, ça se connecte et ça lui donne des infos par rapport à cette personne. Ok. Observe et décris ce qui se passe dans le corps humain lorsqu'on a une intuition. Euh, c'est cet effet-là, en fait, ça se connecte à une information et ça transmet sous forme. Ça se traduit chez les personnes de différentes façons. Ça peut être une idée qui arrive ou bien un ressenti physique. Il y a certaines personnes où ça fonctionne plutôt sur le physique, d'autres où ça va être plus mental. Ok. Maintenant, observe le plan métaphysique d'une personne lorsqu'elle a une intuition. Que perçois-tu? C'est vraiment une information de la conscience à la partie physique, une forme de communication entre la conscience et la partie physique. C'est oui, c'est un message de la conscience à la partie physique. C'est très instinctif en fait, mais il y a beaucoup d'humains qui ne savent plus, qui n'y prêtent plus attention. Ok, c'est ce que tu perçois. Oui. Ok.
Compare les pensées qui viennent de l'intuition et celles qui viennent de l'esprit. Mais je te dis, l'intuition, c'est vraiment un message qui est transmis par la conscience via Oui, un ressenti ou autre chose. Euh, L'esprit, tout dépend d'où tu regardes. L'esprit, si tu parles de l'esprit conscience ou l'esprit mental, c'est une pensée, de l'humain qu'il crée lui-même, en fait. Le mental, c'est une création de lui-même. Ça vient pas d'accord. Oui, c'est pas un message de la conscience. d'accord. C'est très humain, le mental. Ok. C'est beaucoup plus dans le physique, en fait, le mental. Tu le vois partir du corps physique, c'est ce que tu veux dire? C'est beaucoup plus dans le physique, ouais, le Ok. mental. Ok. Quels sont les facteurs qui peuvent bloquer l'intuition? Euh, Ça peut être dû à des interférences Hmm. qui, c'est comme s'il se mettait entre la conscience et la partie physique. Euh, et tu as certaines personnes chez qui c'est un programme, un programme, euh, un programme depuis la naissance où en fait, on apprend aux humains que ça n'existe pas et que ça ne sert à rien. Donc, il y a beaucoup de personnes qui sont programmées à ne plus écouter ça. Ok. Alors, que se passe-t-il lorsqu'une personne n'écoute pas son intuition et prend des décisions basées sur son esprit? Mais ce ne sont pas toujours des décisions bonnes pour elle, en fait, parce que ça n'est pas forcément en adéquation avec avec ce qu'elle veut vraiment et avec ce que veut la conscience. Ça va être basé sur le mental, ça va être très relié au physique. Et parfois, les choix sont vraiment faits par rapport à des besoins dans le physique, mais pas aux besoins de l'esprit. Ici, moi, si j'observe, j'ai un homme ici qui fait un choix du mental, par exemple Oui, pour l'argent, et ça ne. Donc, il fait un choix professionnel vraiment parce qu'il voit le côté matériel pour l'argent, mais il n'est pas bien dans sa vie parce que c'était pas le choix de la conscience. d'accord. Ok. Existe-t-il une relation entre l'ADN et l'intuition et que perçois-tu à ce sujet? Euh, Avec l'ADN, non, pas forcément avec l'ADN, non, vraiment je veux dire avec la conscience, mais pas avec l'ADN. L'ADN, c'est toujours dans le physique, mais tous les humains ont l'intuition, mais ils ne l'écoutent pas. D'accord. Recherche les informations sur la façon de développer les compétences intuitives à mon 3. 1, 2, 3.
Là, je vois quelqu'un qui est en train de, de partir en modification de conscience ou en méditation. En fait, c'est vraiment se reconcentrer sur soi-même et écouter les ressentis qu'on peut avoir. Il faut réapprendre à écouter les messages, que ce soit transmis par le corps ou par certaines pensées. Il faut arriver à réapprendre à s'écouter. Les- Beaucoup de personnes ne savent plus le faire. C'est aussi, euh, c'est aussi une cause de beaucoup de problèmes chez les gens parce que ils n'écoutent pas les messages de leur corps. Ça fait partie de l'intuition aussi, de savoir écouter les messages du corps. Ok. Par rapport au corps physique, est-ce qu'il existe un lien entre des glandes peut-être endocrines au niveau du cerveau, par exemple, et l'intuition? Euh, il y a la glande pinéale qui peut être, qui aide énormément à ça, mais pas seulement. C'est vraiment un tout et une vraie connexion avec la conscience. Euh, j'ai envie de te dire, comme c'est des messages de la conscience, euh, l'intuition pourrait exister même sans corps physique. C'est la conscience se sert du corps physique pour faire passer les messages, mais elle n'en a pas réellement besoin du corps physique. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. En fait, on est incarné donc dans cette matrice avec ce corps physique. Oui, mais Donc ce une fois, sont des messages de la conscience. Il n'y aurait pas de corps physique. C'est la façon dont qu'elle a trouvé pour communiquer avec son corps physique. Mais euh, le corps en lui-même ne joue pas dans l'intuition. C'est vraiment la conscience. Tu comprends ou pas? hmm, C'est la la con- conscience qui passe à travers le corps pour s'exprimer. Mais, mais, mais au voilà, niveau, au niveau énergétique, qu'est-ce que tu vois ça. qui se passe? En fait, on a eu un peu la même question tout à l'heure. Au niveau énergétique, et quand la conscience fait passer en fait ces messages par l'intuition, que se passe-t-il au niveau physique du corps? Mais ça dépend. Ça dépend des personnes, mais ça peut être des ressentis, euh, ça peut être des frissons, ça peut être un moment où il y a par exemple, une décision à prendre. La personne va ou se sentir, sentir un poids dans le ventre, ou elle va sentir des choses comme ça qui vont, qui vont être en lien avec la décision à prendre et qui, du coup, vont pas l'encourager à aller vers cette décision, mais parfois les gens n'écoutent pas, ils le font, ils y vont quand même. En fait, ils disent oh, c'est pas grave et ils y vont quand même, mais du coup, ce n'est pas bon pour c'est pas ce que la conscience, elle voulait. Ok. Tu parles de ressenti physique, parfois comme un poids ou autre chose au Oui. niveau du corps physique. Est-ce que ces ressentis physiques pourraient être, peut-être pour certaines personnes ou pour tout le monde, je ne sais pas, euh, associés à une émotion? Si oui, cette émotion, est-ce qu'elle est associée à, bon, euh, est-ce qu'elle est différente pour chacun? Ah oui, ça dépend sur quoi est basée l'intuition, et pour quelle décision et pour quelle. Connecte-toi à à une décision, une intuition positive et regarde ce que tu perçois.
De la légèreté, de la joie. C'est léger en fait. C'est vraiment la sensation opposée de celle juste avant que je t'ai décrite Oui, d'accord. où la personne veut prendre une décision qui ne lui correspond pas. Mm. Maintenant, observe quelqu'un qui suit son intuition par rapport à cette émotion de joie et de légèreté. Observe ses créations dans la matière. Création de l'être. C'est fluide. Elle, euh, elle sait ce qu'elle doit faire. C'est facile. Tout roule en fait. C'est vraiment très très fluide. Parce qu'elle n'a pas besoin de commencer à réfléchir. Elle n'utilise pas le mental pour se prendre la tête, à se poser des questions, à réfléchir. Elle suit son intuition. C'est comme une ligne à suivre. Ok. Maintenant, observe une personne qui a une intuition, mais basée, par exemple, comme tu as dit tout à l'heure, la boule au ventre ou qui lui dit de ne pas aller vers ce chemin. Comment ça se passe au niveau de son corps physique? Euh, mais en fait, si elle écoute son ressenti par rapport à ses choix et qu'elle n'y va pas parce que ça lui pèse, euh, elle va, elle va chercher autre chose où elle va se sentir plus légère. Si elle y va malgré le poids, en fait, ce poids va rester et ça va s'accumuler au fil des décisions, tant qu'elle Ok. restera sur ce chemin qui ne, qui ne lui correspond pas. Peux-tu confirmer l'observation de quelqu'un qui écoute une sensation de poids et qui décide d'écouter son intuition? Peux-tu observer si la résultante est à la fin légèreté et joie? Si à partir de ce moment-là, elle décide d'écouter toujours son intuition, oui, moi, je vois cette personne vraiment comme si elle était sur un chemin, qu'elle prenait un virage et qu'elle changeait de route, tu vois. Très bien. Qu'elle retrouvait son chemin. Observe une personne qui écoute systématiquement ses intuitions comparée à une personne qui ne les écoute pas et tu regardes ça sur le plan énergétique. Euh, il y en a, il y en a une qui a une conscience créatrice et est libre de ses choix, et euh, l'autre, c'est très souvent interféré. Et donc, je t'ai dit tout à l'heure, c'est comme s'il y avait un espèce de parasitage entre la conscience et le corps physique. Et donc, les messages ont plus de mal à être transmis. Il y Ok, a, c'est pas fluide de la même façon. ok. Euh, est-ce que tu peux observer s'il y a des, bon, tu nous as parlé tout à l'heure de méditation, de se concentrer pour écouter ses intuitions et ses messages. Est-ce qu'il y a des choses sur le plan physique, hein, par exemple par rapport à notre alimentation ou des choses que l'on fait inconsciemment qui bloquent l'humain d'un point de vue physique à recevoir les intuitions de sa conscience? Euh, Pas, moi j'ai le message, il manque d'eau, mais voilà, il manque d'eau. Mais c'est surtout un travail, un réapprentissage à refaire sur soi-même. Et, et ce que je t'expliquais tout à l'heure avec cette sensation de poids, c'est aussi un travail que les personnes peuvent faire. Euh,
Si elles pensent à une chose, elles peuvent essayer de ressentir en même temps, si c'est léger ou si c'est lourd. C'est un travail, à force de travailler là-dessus, ça, petit à petit, ça revient et ça redevient fluide Fluide. et ouais. Observe une personne maintenant qui est interférée Mm. et par rapport voilà, à ses intuitions qui sont biaisées, regarde ce qui se passe pour cette personne. Euh, Là, j'ai une femme qui se prostitue et qui c'est pas en fait c'est comme si elle savait pas comment elle était arrivée là. Elle ça, elle a pris constamment des mauvais chemins et en fait quand je te dis que parfois le message peut être brouillé, ce que je vois ici c'est que parfois, ce qu'elle pensait être sa conscience, c'était les messages de l'interférent qui, qui arrive à brouiller. Donc, elle pensait prendre des bonnes décisions, mais voilà, ça venait pas d'elle en fait. Hmm, Et elle en est arrivée là où elle est maintenant, à force de mauvaises décisions. ok. En regardant de plus large, regardant les programmes de cette matrice où nous vivons tous, observe s'il y a des programmes qui sont faits pour justement brouiller le corps physique des intuitions, de la conscience, sans forcément que les consciences soient interférées. Est-ce que ça peut être lié tout simplement à cette matrice, ce monde? Oui, par les ondes essentiellement, c'est beaucoup utilisé. Les ondes, c'est comme si ça fait un peu la même chose que que le système d'interférence. En fait, ça brouille le message. Regarde C'est au niveau du corps physique, qu'est-ce qui se passe par rapport à ces ondes? Où est-ce que ça brouille? Est-ce que tu as une information sur quel corps? il y a au niveau en fait, au niveau de la tête, du cerveau, il y a quelque chose qui fait que la personne ne sait plus si c'est intuitif ou si c'est mental. Elle ne sait plus la différence entre le mental et l'intuition. Et au niveau des ressentis, en fait, c'est comme si tout se mélangeait et elle n'arrive plus à faire pareil, un peu comme dans le mental, mais elle n'arrive plus à faire la distinction entre ses propres ressentis. Euh, c'est comme si tout se mélangeait, donc elle va, elle va, elle va sentir que c'est lourd et puis après, avec ce brouillard mental, elle va se dire, oh bah non, finalement, c'était rien et j'y vais quand même. D'accord. C'est comme si tout était brouillé. Moi, je vois ça en fait. C'est comme si tout était. Dis-moi si tu vois une différence entre une personne qui habite en centre d'une grande ville et une personne qui habite en campagne. Oui, c'est plus léger en campagne. Il y a quand même des ondes, mais je vois les gens qui sont vraiment éloignés de la ville vivent différemment. Ils sont plus légers. En ville, c'est très condensé. En fait, euh, comment je pourrais t'expliquer ça? C'est comme si tu essayais de te concentrer sur quelque chose et que tu avais autour
je sais pas, un concert de musique ou enfin Hmm, des bruits constants, hmm, et donc t'arrives plus à être concentré. C'est un peu cet effet-là que ça fait, mais hmm. pas forcément mental, tu vois, c'est vraiment dans le corps. C'est trop et c'est de partout et ça brouille tout, quoi. Ok. Maintenant, observe deux personnes vivant en ville. Une dont ses habitudes est d'aller régulièrement se promener en nature et faire du sport. Et une autre complètement sédentaire dont les habitudes est de rentrer chez soi et d'allumer la télé. La personne qui est sédentaire devant la télé, elle est complètement coupée de son intuition. Il y a, alors moi je la vois vraiment suivre ce qu'on lui dit, suivre. Enfin, il y a rien il y a rien qui vient d'elle. Tout vient de l'extérieur. Et l'autre qui va à la campagne, elle arrive à mieux entendre, mieux canaliser, parce elle prend des pauses. Je la vois vraiment pouvoir se, se recharger dans la nature, et évacuer. En fait, ça fait euh, comme des moments où ses idées sont beaucoup plus claires et où elle peut se reconnecter à elle-même. Ok. Tout à l'heure, on a parlé de la glande pinéale. Oui. Il y a beaucoup d'enseignements sur cette glande, sur la façon de la décalcifier, sur l'importance qu'elle joue dans le corps, justement par rapport à nos intuitions. Je vais te demander de plonger dans un cerveau humain, de regarder, d'observer une glande pinéale qui est complètement calcifiée, enfin, on va dire toute petite, presque sèche. Ouais. Mais là, je suis repartie sur cette personne devant sa télé. En fait, euh, c'est comme un petit caillou. Je peux pas te D'accord. décrire ça autrement. C'est un petit caillou. Ok. Il y a rien, il y a plus rien qui émane de ça. Ok. Donc, elle aurait quand même une grande importance dans le corps humain par rapport à cette réception de l'intuitivité. Énergétiquement, oui. Ouais. Énergétiquement, oui, ça aide à la connexion, oui. Ça aide. Ouais, ça aide à cette connexion, ça aide aux énergies, ça aide à beaucoup de choses. Il y a pas que ça, mais c'est quand même un point important. Oui. Ok. Regarde dans le corps humain et dis-nous si tu perçois d'autres choses importantes pour aider l'humain à être en connexion avec ses intuitions. Mais je te dis tout à l'heure, en fait, ça part beaucoup du chakra du cœur. Je Ok, vois beaucoup ça. Parce que les ressentis viennent vraiment de là. super. Ok, ok. Ben, je vais te demander de te déconnecter de tout et de tous, de revenir en ton centre parfaitement aligné dans tes cellules. Je te remercie pour toutes ces informations. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas être parfaitement aligné dans tes cellules, ressentir ton corps, prête à reprendre ta journée dans l'ici et maintenant. 1, 2 et 3. Tu vas pouvoir ouvrir les yeux. Est-ce que ça va? Ça va bien, oui. Allez, j'éteins.
Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci, è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente.
Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e chi più ne ha chi più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione
affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo
cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.